Monsieur Husson, la situation au Moyen-Orient, toute cette guerre, nous amène à nous pencher un petit peu sur notre économie, sur notre avenir économique, et vous faites une analyse autour de ce qui est en train de se passer autour des étalons, en quelque sorte. Que pouvez-vous nous dire ce matin à ce sujet? Oui, je suis parti effectivement dans un article que j'ai publié hier en fin de journée. Je suis parti du constat que notre classe politique, le MEDEF et beaucoup d'autres influenceurs, experts, semblent s'attendre à une petite crise, une crisette. En tout cas, c'est ainsi qu'ils la présentent aux Français. Peut-être qu'ils sont un peu plus inquiets, qu'ils ne veulent pas faire peur. Mais c'est assez, en soi, c'est assez terrifiant parce que l'impact des 55 jours, un petit peu plus peut-être maintenant, de guerre entre les États-Unis et l'Iran est terrible pour l'économie mondiale. Et nous avons la question de savoir si à la fin du mois nous aurons 20% de pétrole en moins du fait de l'arrêt des livraisons depuis le détroit d'Ormuz. Alors je sais bien que la France a essayé de négocier un peu avec l'Iran, mais notre position ambiguë ne nous donne pas accès aux convois qui sortent du détroit d'Ormuz. Et puis c'est pas simplement le pétrole qui est en jeu. Le pétrole, ça sert à transporter sur des bateaux ou par avion des marchandises. Et donc, c'est le prix de tout qui est en train de renchérir, puisqu'il y a ce qui est fabriqué à partir du pétrole aussi. Il y a un certain nombre d'éléments indispensables pour l'agriculture. Donc, on a une classe dirigeante française qui a des propos totalement lénifiants ou qui pratique la politique de l'autruche. De temps en temps, on a un patron des patrons qui trouve malin de dire du mal de telle personnalité politique au placé dans les sondages, mais j'ai essayé de regarder si Monsieur Martin avait beaucoup de choses à son actif, beaucoup d'actions, beaucoup de préparation face à la crise dans ses propos. J'ai rien trouvé. Donc voilà, il donne des leçons aux autres, mais lui-même, il est pas du tout à la hauteur de la situation. Et donc c'est pour ça que moi je cherche ce qui s'écrit dans le monde. Je suis frappé de voir que beaucoup d'analystes, beaucoup d'experts, et j'ai cité en particulier des analystes suisses qui suivent au plus près les éléments de la crise, mais en fait ce sont tous les experts sérieux qui ont à peu près la même lecture. La montée des prix du pétrole est terrible. Le renchérissement des obligations qui va être terrible pour la dette de tous les États occidentaux. Et puis pour finir, il va y avoir un certain nombre de produits qui vont nous manquer absolument. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas que l'Iran qui bloque ou qui filtre ce qui sort du détroit d'Ormuz. Il y a aussi la Chine qui filtre un certain nombre de matières premières, de terres rares, parce qu'elle veut couper court au bellicisme des pays occidentaux et les empêcher de construire de nouveaux missiles. Si vous ajoutez que les Européens ont beau critiquer la guerre d'Iran, ils continuent à vouloir faire la guerre à la Russie, et que la Russie, en représailles, eh bien, elle a fait quelque chose d'assez simple. Elle a dit qu'elle allait bloquer les flux de pétrole du Kazakhstan qui dirigeaient vers l'Allemagne. Eh bien, vous voyez qu'on a un tableau absolument catastrophique pour l'économie européenne, pas simplement pour l'économie américaine, puisque M. Trump a du souci à se faire, mais aussi pour l'économie européenne. Nos dirigeants n'ont pas beaucoup de lucidité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Monsieur Husson, justement, vous faites le parallèle que personne ne fait. Quand on parle de choc pétrolier, c'est comme si c'était resté dans le passé, c'est parce qu'il y avait une impréparation dans le passé que maintenant nous sommes tout sachants, tout fonctionne, la bourse ne s'écroule pas, etc. Mais pourriez-vous nous faire un petit peu le parallèle justement de 1973, de 1990? Quelle pénurie c'était à l'époque et quelle pénurie attendre maintenant? Peut-être que à l'époque c'était beaucoup trop et que maintenant finalement c'est minime dans la part du marché mondial, ce qui passe par le détroit d'Ormuz. En tout cas, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a eu deux chocs pétroliers majeurs dans les années 70, hein, avec des poussées d'inflation dans le cas des États-Unis et de l'Europe, hein, je rappelle que l'inflation était à 12 ou 15%. On a eu une montée considérable des prix du pétrole à cause de la dévaluation du dollar à l'époque, et ça a considérablement ralenti l'économie mondiale. Alors ça, c'était 73, 79, 78, 79 au moment de la révolution iranienne, même chose, hein. Pourtant, on devrait se rappeler que quand les choses sont tendues en Iran, ça a des conséquences. Alors, 91, avec la guerre d'Irak, on s'est dit on a minimisé la croissance à moins reculer. Mais là, si on au risque d'être un peu simpliste, il y a 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz. Et on considère que il y en a alors que sur ces 20%, enfin sur les flux de pétrole du monde, il y en a 13% en fait qui ont manqué à l'économie mondiale depuis le 28 février. 13%. Donc c'est énorme. Et même si tous les continents ne s'approvisionnent pas autant depuis le détroit d'Ormuz, les uns que les autres, encore une fois, le prix du pétrole dans le monde est en train de monter. Alors les marchés financiers américains essayent de manipuler le cours du pétrole en pressant à la baisse tout ce qui est pétrole papier, si j'ose dire, hein, tout ce qui permet d'acheter du Le marché pétrole à terme. obligataire. Mmh. Voilà, Mmh. tout ce qui. C'est ça qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'ils donnent le cours du pétrole et ils parlent du cours du Brent. Voilà, Pouvez-vous voilà. nous expliquer quelle est cette différence et pourquoi cette différence d'ailleurs? Ben, c'est-à-dire que pour le dire en quelques mots, et je demande aux économistes de me pardonner si je suis trop simplificateur, mais on a pris l'habitude, en particulier sur le marché américain, d'anticiper sur les variations du prix du pétrole. Et donc, en fait, ce qui s'échange, ce sont des anticipations sur le prix du pétrole à la mi-juin ou à la fin juin, ou un peu plus tard. Et donc, c'est ça qui permet de maintenir un prix du pétrole moins élevé avec ces certificats que le prix du baril, parce qu'on se dit, mais fin juin, le pétrole aura baissé. Sauf que… Donc c'est de la spéculation avec une forme de projection pari, c'est ça? Voilà, c'est une projection, c'est un pari. En réalité, ce qu'il faut regarder, c'est pas ce prix-là, c'est le prix du baril de pétrole tel qu'il s'échange un peu partout dans le monde. Et en fait, si vous voulez, l'Occident est devenu totalement financiarisé, et donc il ne cesse de spéculer sur du papier. Alors ce papier, il a Ils comme n'ont valeur pas appris au subprime, à la crise de subprime, c'était quand même ça, c'était la pierre papier, non? Oui, alors c'était l'endettement effectivement caractérisé d'un certain nombre de foyers américains, mais là-dessus les banques avaient construit un certain nombre de produits financiers et ils les avaient empilés. Mais on a eu en 2001 la crise de la bulle Internet. Alors là on a un phénomène qui est peut-être un tout petit peu différent parce que on a, je dirais, il y a des marchandises réelles comme le pétrole ou comme l'argent métal
qui s'échangent à un certain prix à la bourse de Shanghai pour l'argent, sur les marchés pétroliers en général. Sauf qu'aux États-Unis, on spécule sur les variations du cours du pétrole. Et donc, c'est le moyen qu'a trouvé l'administration Trump pour essayer au moins facialement, de dire, vous voyez bien, le prix du pétrole n'augmente pas autant que ce qu'on avait pensé. Et il y a cette barre mythique des $100. Et donc, quand il y a une inquiétude des marchés, ça repasse au-dessus. Quand Trump dit on négocie, ou en tout cas quand il disait, parce que maintenant on le croit de moins en moins, on négocie, ben ça repasse en dessous. Sauf que ailleurs, le vrai baril, le pétrole marchandise, et il s'échange à 130, $150, quelquefois même plus cher. Hein. Et puis bon, tout ça n'a aucune importance pour le consommateur américain ou le consommateur européen qui voit, lui, le pétrole donc l'essence ou le diesel, a fortiori le gazole qu'il met dans son réservoir, qui augmente de manière inconsidérée. Monsieur Husson, vous faites aussi un parallèle assez parlant sur la quantité du déficit qui était produit lors de ces chocs pétroliers et ce qui se passe maintenant. Vous nous dites que c'est 2 fois moins, c'est 2 fois plus en fait en déficit qu'à l'époque où la planète tremblait sous ces crises pétrolières. Alors c'est même encore beaucoup plus par rapport aux années 70, hein. Où l'endettement des États était extrêmement limité, mais effectivement par rapport à 90-91, on a un endettement qui a un peu plus que doublé dans la plupart des grands États occidentaux. Et on a alors là ça touche plutôt la question des bons du Trésor, des obligations. Qui sont mises sur le marché. La grande question pour les États-Unis autant que pour la France ou l'Allemagne, c'est de savoir à quelles conditions les pays occidentaux vont-ils continuer à placer leurs dettes. On a, prenons simplement le cas français, hein, là, on se rappelle le psychodrame de l'automne dernier avec une absence de majorité au Parlement concernant le déficit. Mais il y a beaucoup de chances pour que le déficit réel à la fin de l'année soit beaucoup plus élevé que ce qui avait été anticipé, ne serait-ce que parce que les taux d'intérêt auront grimpé et le service de la dette sera beaucoup plus élevé que ce qui avait été posé dans le budget. Mais il faut se rendre compte que le déficit des États-Unis c'est 3 fois leur produit intérieur brut. Enfin, disons 2 fois et demi leur produit intérieur brut. On est dans une folie totale. Et si vous voulez, aujourd'hui aux États-Unis, le service de la dette, c'est 1000 milliards, c'est-à-dire c'est à peu près le budget militaire. Qui est aussi alors, je sais que Trump augmente le budget militaire, il veut le faire passer à 1500 milliards. Mais enfin, ça sera là aussi avec de l'argent créé ex nihilo. Ça sera avec de la fiat currency, comme on dit. C'est de la monnaie de papier. Donc, on a effectivement une perspective de crise qui est extrêmement grave pour les pays occidentaux. On pourrait parler des problèmes de l'Allemagne, même si le déficit est moindre en Allemagne, mais malgré tout, le renchérissement des coûts de l'énergie est absolument terrible pour les entreprises allemandes. Et face à ça, un pays comme la Russie, qui a un endettement par rapport à son PIB, c'est un endettement qui doit représenter à peu près 15% de son PIB. Donc, vous voyez, par rapport à la France, où c'est plus de 110%. C'est ça la réalité du monde aujourd'hui. Alors, ajoutons un dernier élément hein, qui va peser. Cette fois-ci, c'est sur un certain nombre d'économies fragiles. Le renchérissement du prix du pétrole, là, va avoir des effets sur. On va assister à une remontée de la pauvreté dans un certain nombre de pays qui étaient en train d'en sortir. On a donc une perspective sombre pour l'économie mondiale, avec
comme le dit très justement un article suisse que je cite et que je traduis en partie, avec des conséquences à moyen et à long terme qui vont se faire sentir quand bien même la guerre s'arrêterait dans un mois. Quand bien même il y aurait un règlement entre les États-Unis et l'Iran. Et c'est ça qui est assez terrible. Alors, comment les États-Unis s'en sortiront-ils? On verra bien. En tout cas, l'Union européenne va passer par une très mauvaise passe, comme je le disais tout à l'heure, parce que non seulement elle n'a pas anticipé sur un possible conflit entre les États-Unis et l'Iran, mais en plus, l'Union européenne s'obstine à vouloir faire la guerre à la Russie. Et donc, nous aurions dû normalement, par réalisme, nous réconcilier avec la Russie, au moins formellement. Eh ben non, on continue à dire on n'a pas besoin du gaz russe, on n'a pas besoin du pétrole russe. Vous faites cette comparaison avec une éruption volcanique dans votre article, ce qui nous attend et le fait que en fait c'est une éruption volcanique même observée par les volcanologues peut être observée et emporter la vie des personnes qui l'observent. C'est assez saisissant comme image. Oui. Quels sont, enfin, comment vous voyez justement ces impacts sur notre vie réelle? Par où il faut commencer pour se prémunir? Alors, on a des économies qui sont devenues très fragiles et il peut y avoir des effets de panique. Hein. Vous citiez tout à l'heure la crise des subprimes. La crise des subprimes, en fait, on l'a senti monter dès l'été 2007. Hein, je me rappelle très bien avoir lu les premiers articles sur les problèmes de l'immobilier américain à l'été 2007. Or, il a fallu quasiment un an pour que les gouvernements prennent les choses au sérieux. Et on a eu un effet dévastateur, en particulier, si on se rappelle, les tensions monétaires, les tensions sur les taux d'intérêt, mais qui ont touché en particulier la zone euro avec la dette grecque qui est devenue non maîtrisable. Et rappelons-nous ce qui est arrivé à la société grecque en quelques semaines, en quelques mois, avec ensuite une politique drastique de réduction des dépenses publiques. Oublié. Voilà, de privatisation forcée d'un certain nombre d'actifs publics grecs, etc. Donc, le port d'Athènes, oui. Et là, aujourd'hui, imaginez. Alors, il y a des pays qui se battent. Hein, l'Italie, par exemple, de manière assez maligne. Madame Meloni, elle va négocier du gaz, du pétrole avec l'Algérie, quelle que soit sa vision politique. Elle se démène, elle défend son pays. Elle prend ses distances avec Donald Trump pour ne pas perdre les bonnes relations avec l'Iran en cas de besoin d'approvisionnement pétrolier. Bon, et puis on a des idéologues rigides comme Friedrich Merz qui lui, bon alors il a bien fini par dire qu'il allait falloir reconstruire des centrales nucléaires en Allemagne. On appréciera l'ironie, sauf que pour l'Allemagne, relancer un programme de centrales nucléaires, c'est une question de 15 ans, de 20 ans. La crise, elle est là à moins de 6 mois, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que un des auteurs que je cite, effectivement, parle d'une possible éruption volcanique, parce que vous pouvez, je donne aussi l'exemple, un exemple de la biographie de ma famille, l'histoire de ma famille, puisque mon arrière-arrière-grand-père est mort dans l'éruption de la montagne Pelée en 1902 en Martinique. Il était notaire et il était aussi engagé. C'était un citoyen républicain engagé. Il était allé voir les habitants de Saint-Pierre pour les rassurer. D'après les expertises scientifiques, on n'allait pas repousser les élections le dimanche suivant. Et le 8 mai, qui était un jeudi, eh bien, il y a eu le plus gros de l'éruption, mais en fait, le volcan avait commencé à donner des signes dès le 23 avril. Vous voyez, donc
on a là des choses qu'il faut avoir en tête parce que on ne maîtrise pas. Il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise plus. Et la parole discréditée de Donald Trump, elle a pour effet d'accélérer la désorientation des marchés. Alors bien sûr, il y a des gens qui en profitent. Hein. Les marchés montent et puis ils descendent. Mais quand vous avez des oscillations, dans son entourage, oui. Voilà. Si vous avez des oscillations trop fréquentes et trop répétées, c'est l'ensemble de la machine qui peut se casser. Et à ce moment-là, vous savez, ça c'est Keynes qui a montré que les marchés financiers, ils sont extrêmement mimétiques et que quand la panique commence, c'est comme les moutons de Panurge. Tout le monde saute à l'eau. Oui, effectivement. Vous savez, ça me fait penser à Laurent Arthaud-Duplessis qui parlait du gorille qui secoue la cage. Il pourrait la casser, en fait. C'est effectivement ça. Oui, oui. On va chercher c'est amusant parce que les uns et les autres, on va chercher des comparaisons dans la nature pour essayer de faire comprendre, effectivement. Laurent Arthaud-Duplessis parlait de Trump, c'était même avant son élection. Il disait que c'est peut-être le gorille qui va secouer la cage après au risque de la casser. Si on revient aujourd'hui sur des bases plus plus valables, serait plutôt s'orienter vers les étalons qui n'ont pas cette incertitude, ou alors alors je vais essayer dans les semaines qui viennent, j'essaierai sur mon blog de faire part. J'appelle nos auditeurs à s'abonner parce que c'est extrêmement riche, varié, des articles très très développés, très riches. Merci pour ce petit coup de pub. Donc mon blog s'appelle Libre Propos, Édouard Husson, Libre Propos sur Substack. Et bon, j'ai beaucoup parlé ces 4-5 dernières semaines des opérations militaires et je pense avoir montré quelle était la dynamique de la guerre avec une lourde défaite américaine, avec une capacité des Iraniens à mener une guerre apparemment asymétrique, mais en fait très précise pour détruire des atouts maîtres des États-Unis et d'Israël. Ça ne veut pas dire que la guerre ne va pas reprendre. Mais si elle reprend, ça sera les mêmes tendances qui continueront, avec un alourdissement de la défaite américaine, encore plus de dégâts en Israël, et les choses sont assez claires maintenant. Et je voudrais me concentrer dans les semaines qui viennent en faisant part d'un certain nombre d'analyses, d'expertises que je peux lire ou que je peux obtenir dans des entretiens avec des gens qui comprennent les enjeux économiques et financiers, les enjeux énergétiques. Donc, je vais faire ça à la fois sur ma chaîne YouTube et puis sur mon blog. Moi, ce que je lis, hein, c'est que tous les experts sensés conseillent de revenir vers des actifs matériels, vers de l'or physique, pas des certificats or, de l'or physique. Bon, l'argent métal, il monte en valeur, mais il est très difficile à obtenir parce que l'industrie aussi veut en avoir. Mais si vous investissez dans d'autres matières premières, effectivement, ce sont des valeurs refuges. Tout ce qu'il faut éviter, on peut le dire négativement, tout ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est des certificats papier qui pourraient être emportés dans l'incendie potentiel de la finance mondiale. Et donc, effectivement, peut-être que nous ne sommes pas ridicules si nous pensons comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et que nous disons que même si l'or a beaucoup monté, ça vaut la peine d'en acheter maintenant de l'or physique parce qu'il va encore beaucoup monter. Je rappelle aussi l'ouvrage de notre président directeur général Franck Pedgam, hein, La géopolitique de l'or, qui fait référence en la matière. Et il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire le marché, les bons de trésor aujourd'hui. Alors qu'avant, les valeurs, c'était les pays du G7. Aujourd'hui, est-ce que il y a d'autres tendances? Il n'y a pas une fragilité de ce côté-là? Alors si vous êtes intéressé par les obligations publiques, par les bons du Trésor, il faut vous tourner vers l'Asie actuellement. Hein, c'est là qu'on a du solide.
Il y a au contraire, au contraire, il faut se détourner de tout ce qui est américain ou européen. Alors, sauf si bien sûr vous faites de la spéculation à court terme. Et là, vous pouvez profiter de la montée des taux d'intérêt. Mais en revanche, tout ce qui est solide, mais là, moi, je suis incompétent pour parler de ça sérieusement, mais il faut écouter des experts comme Charles Gave, par exemple. Hein. Tout ce qui est solide, ça se passe du côté de l'Asie. Et effectivement, le centre de gravité de l'économie mondiale, il a évolué vers l'Asie. Il y a sans doute aussi un certain nombre de valeurs latino-américaines, comme brésiliennes en particulier, qui valent la peine d'être envisagées. Mais regardez vers l'Asie, parce que c'est là que se posent les bases de l'économie du futur depuis 20 ou 30 ans d'ailleurs. Mais là, il va y avoir un effet d'accélération, d'autant plus qu'on assiste à la disparition du pétrodollar, c'est-à-dire du dollar comme monnaie de transaction fondamentale pour les échanges pétroliers, au profit d'un pétro-yuan. C'est-à-dire si les Iraniens vont jusqu'au bout de ce qu'ils sont en train de mettre en place en mettant un droit de péage sur le détroit d'Ormuz, dont ils partageront les revenus avec le sultanat d'Oman, mais les échanges se font désormais en yuan. Et l'Iran laisse passer des navires qui payent en yuan. Donc, en fait, on va assister à la chute, alors sans doute plus lente que ce qu'on imagine du dollar, en tout cas son érosion. Mais si vous regardez aujourd'hui, vous avez dans les réserves mondiales, tout d'un coup, vous avez à peu près autant d'or que de dollars. C'est un énorme changement. Hein. Et je rappelle que l'or, pour l'instant, n'est pas remonétisé. Donc, vous imaginez ce qui va se passer le jour où on posera la question de remettre de l'or dans la garantie des monnaies, des monnaies de papier. On pourra y mettre d'ailleurs de l'argent, on pourra y mettre du platine. Pardon. De ce point de vue-là, il n'y a pas qu'un seul référent métallique. Hein. Oui, c'est du concret. Partout, c'est du concret. Hein. Et il vaut mieux aller regarder vers les pays qui font de l'industrie. Si vous achetez des actions, il faut aller vers des actions industrielles et plutôt asiatiques. C'est des principes assez simples, hein, mais c'est ça qu'il faut regarder. Monsieur Husson, on va changer légèrement de sujet, mais en restant toujours dans ce contexte géopolitique présent et actuel, vous faites un marrant parallèle. Effectivement, quand je pense que la diplomatie américaine, telle qu'on l'a connue, je sais pas, des Zbigniew Brzezinski avec des Kissinger, même Kelly, ça avait un sens. Aujourd'hui, en face, il y a Truth Social. C'est ça la diplomatie américaine? Si vous voulez, il y a quelqu'un qu'on n'entend pas, qui ne bouge pas, qui ne poste quasiment rien, qui s'appelle Marco Rubio, qui est secrétaire d'État et qui est aussi conseiller à la sécurité nationale. Je pense que Marco Rubio, assez intelligemment, prépare la suite. Et comme J.D. Vance est vice-président et ne peut plus difficilement prendre ses distances avec Donald Trump et qu'il a été assez grillé par l'échec des négociations au Pakistan, je pense que Marco Rubio, lui, veut préserver cette tradition de la diplomatie américaine. Malgré tout, ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump, avec ses posts sur son réseau social, avec ses déclarations contradictoires, éventuellement à 20 minutes d'intervalle, perd un sentiment général dans le monde de défiance vis-à-vis de la monnaie, de la monnaie du dollar, mais de la parole diplomatique américaine. Et ça, c'est quelque chose dont les États-Unis vont avoir beaucoup de mal à se remettre. Parce que, moi, si vous voulez, ce que j'ai tendance à penser, c'est que Donald Trump, c'est peut-être son génie d'ailleurs, hein, on peut le dire comme ça. Donald Trump accélère de 15 ans le déclin des États-Unis.
Au lieu d'avoir un phénomène qui aurait duré, imaginons qu'on ait eu Biden et puis Kamala Harris et puis quelques autres qui se soient succédés assez insipides. On a cette personnalité longtemps flamboyante, aujourd'hui assez désemparée en fait quand on regarde bien. Hein. Trump n'était pas fait pour être chef de guerre. Il était fait pour faire la paix, mais pas pour faire la guerre. Voilà. Et là, il en fait tellement et il en rajoute tellement que ça accélère le déclin américain. Et ça sera difficile pour le successeur de convaincre le reste du monde que les États-Unis sont prêts à rentrer dans un ordre international. Ça va être très compliqué. Et que dire encore du fait qu'il met partout son gendre là, de Jared Kushner, on ne sait pas à quel titre, on ne sait pas pour quelle raison. La seule raison, c'est un népotisme au plus haut degré, sans qu'aucune qualification ne soit donnée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut pas sous-estimer Jared Kushner. Et je dis ça, c'est pour aller plus loin que vous dans la critique. Ah oui. Parce que si vous voulez, je pense que Jared Kushner est un être tout à fait cynique et qui a créé, en fait, dès le premier mandat de Donald Trump, on le voit très bien dans les dossiers Epstein, hein, et il a créé tout un environnement financier qui profite de la présence de son beau-père à la Maison Blanche pour spéculer, pour construire une fortune. Enfin, à côté de Jared Kushner, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, c'est un paumé, alcoolo, drogué, un pauvre type, fils à papa, qui a du mal à se remettre de ses beuveries. Non, Kushner, il est propre sur lui. Il a quelque chose de très froid. Hein, c'est un animal à sang froid. Il est aussi silencieux que son beau-père est loquace et bavard. Et donc il a en fait il a fait une diplomatie en partie. Enfin, il a imposé à la Maison Blanche en partie une diplomatie de ses intérêts financiers. Et en particulier des relations tout à fait troubles avec l'Arabie Saoudite, avec un mélange, si vous voulez, c'est-à-dire d'un côté, il était le négociateur des accords d'Abraham, donc de la réconciliation entre les pays arabes et Israël aux dépens des Palestiniens. Et de l'autre, il espérait faire d'excellentes affaires en convainquant les États à condition qu'ils aient signé ou qu'ils s'apprêtent à signer avec Israël, en convainquant les États arabes d'investir dans ses propres affaires. Donc on a un système là qui est extrêmement malsain. D'ailleurs, il y a des députés, des membres de la Chambre des représentants, des sénateurs aussi qui commencent à regarder ça de plus près. Mais moi, j'ai tendance à penser, si vous voulez, que l'affaire Epstein, c'est une affaire à la fois terrible du point de vue de ce que ça nous dit sur les mœurs de la caste dirigeante occidentale. Ça, on en a beaucoup parlé et on a raison d'en beaucoup parler. Mais c'est aussi une série de documents absolument terrifiants dans la manière dont Jeffrey Epstein ou Epstein, comme on voudra, a construit un système de dérégulation financière maximale dont Jared Kushner était l'une des étoiles montantes. Hein, quand Epstein est mort en prison en 2019, Jared Kushner avait énormément profité des réseaux qu'Epstein lui avait mis à disposition. Très intéressant.
Oui, mais en plus, c'est quand même fort de ne pas avoir de poste autre que cette, voilà, ce lien familial et de représenter la première puissance militaire, la première puissance diplomatique lors des négociations. Enfin, Steve Witkoff et Jared Kushner, pour moi, c'est devenu une espèce de couple malfaisant qui se déplace là où en fait il crée davantage des problèmes que ne porte de solution. C'est en tout cas mon sentiment. Ouais. Monsieur Husson, oui, dites-moi, Non, vous en pensez? je dirais que Steve Witkoff est le moins antipathique des deux, parce que vraisemblablement, Il est plus commerçant. oui, puis il avait conscience, au moins au départ, que l'alignement total sur Israël était négatif aussi, puisque lui-même est juif, du point de vue des juifs américains sur le long terme. Donc, Steve Witkoff a essayé de faire un peu autre chose, mais simplement, il est dépassé par les enjeux, parce que le Trumpisme, en tout cas celui du deuxième mandat, ne sécrète pas des équipes techniciennes fortes sur lesquelles puissent s'appuyer les négociateurs. Je pense que si Witkoff avait eu une meilleure équipe, ça nous aurait évité certains fiascos diplomatiques. Je pense que Kouchner, lui, comme je disais tout à l'heure, c'est un animal à sang-froid, sans doute plus intelligent que Witkoff, mais plus malveillant, parce que très clairement, lui ne voulait pas du deal, de l'accord avec l'Iran, et il est très clairement celui qui l'a fait échouer. Ah oui. Écoutez, très intéressant comme analyse et enfin je pense qu'on parlera un jour aussi de son rôle dans les pourparlers avec les Russes. Il y a aussi cet aspect-là où en fait ils apprennent à chaque fois la situation, ils sont incapables d'avoir des bagages quand ils arrivent aux négociations. Il faut quand même savoir ce qui s'est passé avant et le temps qu'on passe en négociation ne doit pas être celui qu'on dédie au passé en fait, à comprendre les origines du souci. Monsieur Husson, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais tant vous entendre sur ce qui s'est passé entre le pape Léon XIV et Donald Trump. J'ai vu que vous avez publié à ce sujet et y a un historique, non, entre les papes et les États-Unis. Oui, alors, deux choses. Il y a d'abord le côté éruptif de Donald Trump, qui a absolument tenu à répondre à Léon XIV. Léon XIV, certes, comme Américain, a dit des choses qui pouvaient être très dures, ressenties comme très dures par l'administration Trump, en particulier quand il insiste sur ce qu'il appelle l'idolâtrie de soi et de l'argent. Euh, mais 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 C'est très fort, mais hein. vous remarquerez que il n'est pas dans la politique, hein. Il parle comme le successeur de Saint Pierre, qui prêche l'Évangile, et Clairement. le Christ demande qu'on ne s'adore pas soi-même et qu'on n'adore pas l'argent. Mm. Donc ça a été mal ressenti évidemment mais encore une fois, les papes ne désignent jamais quelqu'un absolument. Ils formulent toujours de manière générique. Alors visiblement, Trump l'a pris pour lui. Mais si vous regardez bien, moi j'ai relu les déclarations de Jean-Paul II sur la première guerre d'Irak, qui est très durement le Bush père sur la deuxième guerre d'Irak, où il a critiqué extrêmement durement Bush fils. Il avait eu aussi l'occasion de critiquer l'attitude de l'administration Clinton, les effets de l'embargo et du blocus sur la société irakienne, pardon. En fait, Jean-Paul II annonçait déjà le type de critique de Léon. Et j'ai creusé le dossier, je suis allé regarder d'un peu plus près, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu 50 ans de très bonne entente entre les papes et les présidents américains. Ça commence quand Franklin Roosevelt est président, et ça se termine avec Reagan, en gros. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait alignement du Saint-Siège sur Washington.
les papes ont toujours gardé une certaine réserve vis-à-vis des méthodes américaines, mais malgré tout, il y avait le sentiment que on défendait la liberté, on luttait contre les totalitarismes. On va le dire comme ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez Pie XI, Pie XII, chez bien sûr Jean XXIII. Jean XXIII insiste sur le thème de la paix, mais il dénonce aussi les totalitarismes. Et on le retrouve bien sûr chez Jean-Paul II. Hein, il y a aucun doute là-dessus. Et en fait, il y a un tournant qui se passe parce que pour les papes, à partir du début des années 90, c'est la critique de la culture occidentale qui passe sur le devant. C'est la critique de l'hédonisme, c'est la critique de l'hyper-individualisme, c'est la critique de ce qu'on appellera plus tard la théorie du genre. Les papes ont très tôt discerné ce qui était en train de se passer. Et c'est la critique de ce que le pape Jean-Paul II appelait très durement la culture de mort. Alors l'avortement, l'euthanasie, les papes là-dessus, il y a une continuité en fait de l'enseignement pontifical depuis Paul VI, mais c'est avec Jean-Paul II que ça se cristallise parce que dans les années 80, on entendait surtout la critique des régimes communistes par Jean-Paul II, puis ça arrangeait bien les Occidentaux. Et puis tout d'un coup, à partir des années 90, il n'y a plus de communisme. Et là, Jean-Paul II, il pointe les injustices sociales, la financiarisation du capitalisme, ce qu'il appelle la dérive de l'individualisme occidental, la culture de mort, etc. Et en fait, les Américains n'ont pas pris conscience de ça. J'ai retrouvé aussi une photo où Jean-Paul II reçoit une délégation irakienne dans laquelle il y avait des catholiques, enfin des chrétiens et des musulmans. Les musulmans lui ont offert un Coran et il a, par révérence, il a embrassé le Coran comme reconnaissant que c'était un livre en partie inspiré du point de vue de l'Église chrétienne. D'ailleurs, le pape Grégoire VII disait déjà la même chose en 1070. Donc, c'est pas nouveau dans l'enseignement des papes. Mais vous imaginez, pour les conservateurs américains, qu'ils soient néoconservateurs ou pas, l'idée que le pape Jean-Paul II ait pu embrasser le Coran, l'idée que Léon XIV puisse aller en Algérie ou au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique pour dire que chrétiens et musulmans ne doivent pas se faire la guerre, c'est évidemment à l'opposé du discours sur le judéo-christianisme qui doit lutter, qui doit être un rempart contre l'islam. Et c'est ça qui est ressorti très fortement ces dernières semaines dans l'affrontement non seulement entre Trump et Léon XIV, mais plus globalement entre une partie du christianisme américain, en particulier ceux qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui sont souvent des évangéliques, et l'Église catholique, avec comme conséquence une mobilisation des catholiques en faveur du pape Léon XIV, ce qui pose de gros problèmes au Parti républicain pour son avenir, parce que la force du Parti républicain depuis Reagan, c'était l'alliance entre les conservateurs catholiques et protestants. Et là, si les catholiques restent à la maison en novembre prochain, en disant on ne se reconnaît pas, et puis Trump ne s'est pas excusé après avoir mal parlé au pape Léon XIV, là, ça va faire très mal au Parti républicain. C'est surtout que l'électorat catholique augmente et cet électorat avait voté déjà pour Trump. Les Mexicains notamment, ils sont pas évangélistes, ils sont catholiques, hein. Et on connaît la ferveur qu'il y a dans ces pays quand ils sont chrétiens. Alors, on a un double mouvement. Peut-être qu'il faudra avoir le temps d'en parler dans le détail. On a eu une montée de l'évangélisme. Sur un plateau, cher monsieur Husson, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Voilà. On a eu une montée de l'évangélisme en Amérique. Un pays comme le Brésil, aujourd'hui, de mémoire, je pense que les évangélistes, les protestants d'inspiration souvent nord-américaine, au Brésil, doivent représenter presque 30% aujourd'hui de la population. Mais à l'inverse, on a une montée du catholicisme aux États-Unis avec le vieux catholicisme historique, mais qui n'a aucun problème à s'allier au catholicisme des latinos.
Et d'ailleurs, le pape Léon XIV, il est bien vrai qu'il secoue le cocotier, si j'ose dire. Hein. Il a nommé un évêque hispanophone de naissance dans le diocèse de Palm Beach, en Floride, où se trouve Mar-a-Lago. Il a nommé un évêque qui s'appelle Manuel de Jesus Menendez de mémoire et qui a pris ses fonctions là au mois de février, qui a pris son siège ça tombe bien épiscopal. avec la démocrate élue maintenant, donc voilà. Voilà. Et dimanche dernier, dans toutes les églises du diocèse, il y avait un message de l'évêque pour dire nous soutenons le pape Léon, et le président américain l'a maltraité, lui a mal parlé, mais surtout le président américain, en critiquant le pape Léon XIV, a porté atteinte à la liberté religieuse que protège la Constitution des États-Unis. Wow. Donc, vous voyez, c'est puissant. Hein, il va se passer des choses très 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 dures, hein, et dans des dissensions certainement importantes au sein du christianisme américain. Et Donald Trump a sans doute réagi trop vite en critiquant Léon XIV. Pardon, monsieur, je suis confus. J'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.